Mesdames et messieurs, les membres du jury, étudiants, associations étudiantes, mais également le public, bonjour. La France, comme la ménagère, veut le progrès, pas la pagaille. Mais qui ose encore parler de ménagère en 2021 ? En réalité, il convient de replacer cette citation dans son contexte historique. Il s'agit en effet d'une phrase prononcée par le général de Gaulle lors d'un entretien de presse. Il était alors candidat aux élections présidentielles de 1965. Il est à noter que cette élection présidentielle fut la première au suffrage universel direct de la Ve République. En s'exprimant ainsi, le général de Gaulle souhaitait sans doute toucher une partie de la population qui allait élire un président pour la première fois de son histoire, les femmes. En effet, le général de Gaulle parle expressément de la ménagère, qui désigne une femme qui tient une maison, s'occupe du ménage, des enfants. Pour lui, la ménagère, tout comme la France, veut le progrès et non pas la pagaille. Mais que signifient les termes progrès et pagaille ? Le terme progrès signifie le fait d'avancer, la progression. Le progrès représente donc l'évolution. Enfin, le terme pagaille, mot familier, signifie grand désordre. Ainsi, pour le général de Gaulle, la France, comme la femme de maison, souhaite l'évolution, pas le désordre, et je vais vous prouver qu'il avait raison. Pour y parvenir, il faut confronter progrès à pagaille, dans le but de prouver que le progrès est plus favorable aux Français. Par conséquent, dans la mesure où ce dernier leur est plus favorable, et que la pagaille leur est forcément défavorable, les Français vont donc nécessairement rechercher des choses qui leur sont bénéfiques. La thèse inverse ne peut dès lors que très difficilement être défendue. Pour le général de Gaulle, la pagaille, c'était le régime des partis politiques de la Troisième comme de la Quatrième République, avec d'un côté des partis trop puissants, de l'autre des partis plutôt impuissants, archaïques, aboutissant à un régime d'assemblée tyrannique. Cependant, sans pluralité de partis, il n'y a point de démocratie. Aujourd'hui, la pagaille est d'une toute autre nature, avec un exemple que nous connaissons toutes et tous, la pandémie de coronavirus. Et oui, cette pandémie a semé la pagaille et la zizanie dans notre pays. La France s'est retrouvée face à un inconnu fort doué pour semer le trouble. Cette pandémie continue de semer un sacré désordre en France, et ce, malgré toutes les tentatives possibles et imaginables, telles que confinement à répétition, couvre-feu, vaccin, tests en tout genre, par le nez, la bouche, Bref, on a vu ce que ça a donné en Chine. Entre ceux qu'on accuse d'être complotistes, ceux qu'on accuse d'être trop laxistes, ceux qu'on accuse de ne rien respecter, ceux encore qu'on accuse de trop en demander, cette pandémie divise le peuple français, dans une période où nous devrions tous nous soutenir les uns les autres. Pour une fois que nous sommes toutes et tous dans le même bateau, nous ne sommes pas fichus de nous unir face à l'adversité, alors qu'on pourrait tirer des leçons de cette pandémie et en sortir grandis, ainsi progresser, évoluer. La pagaille en France, ce sont aussi les gilets jaunes, ces femmes et ces hommes partout en France qui ont commencé à bloquer des ronds-points en novembre 2018. Les gilets jaunes étaient des personnes de tout âge, tout genre, toute situation. Toutes ces personnes avaient un point commun, une colère dirigée contre le gouvernement. En effet, cette colère a été déclenchée par l'annonce en octobre 2018 d'une nouvelle augmentation du prix des carburants. Les gilets jaunes étaient en colère parce qu'ils ont estimé acheter de plus en plus cher des choses dont ils ne pouvaient pas se passer. Ils ont alors eu le sentiment que leur pouvoir d'achat diminuait et qu'ils payaient de plus en plus de taxes et impôts. De plus, une forte inquiétude existe chez les Français de voir se creuser le fossé entre riches et pauvres. C'est notamment le cas pour les gens qui habitent loin des grandes villes. De nombreux slogans ont été scandés par les gilets jaunes. On a pu les entendre crier « Macron démission »,« On a des droits, laissez-les-nous »,« La quenelle, la sang tue », et vous connaissez sûrement la suite. Une façon pour eux de témoigner de leur colère et de se faire entendre. Ils ont par la suite écrit une liste de revendications adressées au président de la République. Leurs demandes ont été nombreuses, telles que leur volonté que le prix du carburant baisse, que plus personne ne dorme dans la rue, que si le coût de la vie augmente, les salaires doivent également augmenter, qu'il n'y ait plus de retraite en dessous de 1 200 € par mois, ou encore qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe, de la maternelle au lycée. Par ailleurs, ce mouvement initialement plein de bonnes intentions a occasionné la colère des Français bloqués sur la route, et a occasionné des dérives telles que les agissements des casseurs au cours des manifestations. Cet exemple, pris dans l'actualité relativement récente, montre à quel point la pagaille est redoutable pour les Français, car elle divise et empêche ainsi le progrès. Elle met le gouvernement au pied du mur, et au final, le but recherché initialement n'est pas toujours atteint du fait des proportions que prennent les événements. La pagaille ici, c'était le moyen, mais la fin, c'était le progrès. Les Français ne voulaient pas en arriver là, mais le gouvernement n'agissait pas, et comme ils voulaient du progrès, ils ont été contraints de passer par la pagaille pour faire réagir ce dernier. Le gouvernement devrait donc avoir peur du désordre, car celui-ci lui est bien souvent néfaste. Par conséquent, le désordre n'est pas profitable aux Français, mais il ne l'est pas non plus pour le gouvernement. Ainsi, ce dernier devrait nécessairement rechercher le progrès afin d'éviter des représailles. Pour résumer, on constate que la pagaille sème la discorde, sème le doute. Elle fait de chacun de nous un potentiel coupable.
De ce fait, il apparaît évident que la pagaille n'est pas profitable, ni recherchée en France. Elle fait peur. Et même à la tête de l'État français, on n'a pas toujours su quoi faire. Mais alors, qu'en est-il du progrès ? Dans son entretien en 1965, le général de Gaulle assimile le progrès, que l'on peut d'ores et déjà qualifier de progrès technique, à ce que veut la ménagère, et donc par extension à ce que veut la France. Il dit alors que la ménagère veut un aspirateur, un frigidaire, une machine à laver, et même si cela est possible, une auto. Mais alors, qu'est-ce que le progrès technique ? Il s'agit de l'apparition de nouveaux procédés de fabrication, de l'apparition de nouvelles organisations du travail, de l'apparition de nouveaux produits que l'on appelle plus couramment des innovations. L'un des objectifs premiers du progrès technique est de réduire la pénibilité du travail humain. D'où le fait qu'aujourd'hui, comme en 1965, nous voulons tous et toutes avoir un aspirateur, un frigidaire, une machine à laver et même si cela est possible, une auto. Et cela, entre autres, afin de faciliter nos tâches ménagères. Tâches ménagères qui n'incombent d'ailleurs plus uniquement à la femme. Heureusement qu'on a également progressé de ce côté-là. Le progrès technique a apporté beaucoup de changements dans notre société ces dernières années, même si l'histoire des civilisations reste celle du progrès technique. En effet, depuis toujours, le propre de l'homme avec un grand H, c'est de progresser, d'évoluer. Ensuite, le terme désuet de ménagère m'a inspiré une autre idée de progrès qui est celle du progrès social. En effet, dans un premier temps, il y a eu le progrès technique. Ensuite, les Français, mais plus encore les Françaises, ont voulu un progrès sociologique. Elles ont souhaité un progrès social pour dire que le progrès technique, permettant notamment de faciliter les tâches ménagères, n'est pas seulement recherché par les femmes. Il y a donc eu un progrès sur la base d'un autre progrès. In fine, la France, c'est ça. C'est la recherche constante du progrès. Le progrès permet donc de se structurer et d'éviter entre autres désordre et pagaille. Sans le progrès, l'homme et par extension les Français continueraient-ils d'exister ? Rien n'est moins sûr puisque le progrès permet aujourd'hui d'échapper en grande partie à la sélection naturelle. Pour survivre et transmettre nos gènes, nous n'avons plus besoin de nous adapter parfaitement à notre environnement. Les progrès de la médecine permettent de sauver bien des personnes qui n'auraient pas survécu à l'état de nature. L'espèce humaine continuera-t-elle à s'adapter pour ne pas disparaître ? Nombreux sont les chercheurs estimant que l'humain est loin d'avoir fini d'évoluer. Je conclurai en disant que le progrès, c'est l'avenir. Parce que sans cette volonté de progresser, l'avenir serait nécessairement terne et effrayant. En somme, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'une certaine idée crédible et désirable de futur collectif. Alors peut-être que dans 20 ans, nous aurons réellement des voitures volantes comme ce que l'on pouvait croire dans les années 1980 au sujet du passage à l'an 2000, ou ce que l'on a pu imaginer dans le film Retour vers le futur, qui avait prévu cela pour 2015. Peut-être que nous serons capables de nous téléporter, ou encore de lire dans les pensées. Et peut-être que nous aurons tiré les leçons des événements passés, ce qui nous aura permis d'évoluer, de progresser les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, et que notre avenir sera meilleur, loin du désordre, de la discorde et de la pagaille. Merci.